Rémi. Bonjour. Tu pilotes une structure qui s'appelle Remix Glass, c'est bien ça? Alors, ça s'appelle Remix Eco et on fait un projet qui s'appelle Remix Glass. Mais Voilà. pour arriver là, tu viens d'où en fait? Alors moi j'ai un cursus qui est principalement des savoir-faire, surtout au niveau artisanal et entreprise. Je viens d'un CAP, d'un brevet des métiers d'art, donc j'ai fait ça en Lorraine, parce que je suis originaire de Lorraine. Donc, et en fait, un brevet des métiers d'art, c'est équivalent d'un bac pro. Et c'était vraiment pour le soufflage du verre. Donc je travaillais à la canne, en entreprise. C'était quoi? C'était la Ligue? Voilà, donc j'ai fait des stages à la Ligue, Baccarat, Saint-Louis. Donc j'avais fait des stages dans les 3 grosses industries verrières. Et en fait, en BM1, on a découvert que j'avais donc une maladie assez importante, donc j'ai été opéré. Qu'est-ce que ça veut dire? En BMA? Pour brevet des métiers d'art, voilà, excuse-moi. Donc on a découvert que j'avais une maladie, donc j'ai dû arrêter temporairement le métier du verre pour avoir des opérations et tout ça, donc une période assez compliquée pour moi. Et en fait, ça m'a poussé justement à voir autrement ce métier-là. Et j'ai continué du coup sur un diplôme des métiers d'art. C'est équivalent d'un BTS design, mais spécialisé dans le domaine de l'artisanat et plus particulièrement du verre. Et donc là, je l'ai fait à Moulins, au lycée Jean Monnet. Et j'ai commencé durant ce DMA à faire des recherches autour du recyclage des matériaux et plus particulièrement du verre. Où durant mon diplôme, j'ai mis en place un premier système de recyclage des emballages qui est fonctionnel, qui est encore fonctionnel à l'heure actuelle et qui permet justement aux étudiants de recycler le verre de couleur en interne. Donc ça a permis en fait d'éviter des déchets internes et de faire des économies d'argent et aussi de ressources. Et après, j'ai continué donc sur une licence en tant que designer et artisan. Voilà. Sur la base de cette première expérience finalement de recyclage ou en tout cas de récupération des déchets quand tu étais à Moulins au lycée, qu'est-ce que ça t'a amené, qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire après? En fait, ça m'a surtout amené une nouvelle réflexion, c'est-à-dire moi de ce que je voyais du métier, c'est qu'en fait c'était juste pour moi une question de bon sens et de logique. C'était juste revoir notre façon de faire et comprendre comment on faisait et pourquoi on faisait comme ça. Donc c'est là où j'ai commencé à chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne recyclait pas le verre de couleur, pourquoi est-ce qu'on l'enterrait. Et là, je me suis rendu compte au fur et à mesure de gratter derrière que ça touchait pas que le monde artisanal, parce que là, je m'attaquais surtout au monde artisanal. C'est que par la suite, en faisant ma licence en tant que designer, et puis maintenant, je suis étudiant entrepreneur avec Sigma Clermont-Ferrand, en faisant ces recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie problématique autour de l'usage du recyclage actuel, autour du traitement des déchets et surtout autour des entreprises actuelles de fabrication du verre. Les industriels? Les industriels, oui. Parce qu'à l'heure actuelle, donc, on est sur un peu plus de 1300 types d'entreprises environ, qui vont fabriquer tous du verre, donc ça va être de l'alimentaire, des verres à vitre, enfin de différents verres. Le problème, c'est qu'on se retrouve, chaque entreprise a sa composante différente de verre. C'est-à-dire que d'une entreprise qui va être par exemple une grande marque de bière à une autre qui va être une grande marque de vin, on ne va pas avoir quasiment la même composition. Le problème que ça apporte en fait dans le recyclage actuel comme on fait, parce qu'actuellement quand on achète un produit, lorsqu'on l'a consommé, on l'emmène dans une benne de verre, donc on le casse et puis après c'est ramené dans des entreprises de refonte. Le vrai problème qu'il y a derrière ça, c'est que en fait, comme ce n'est pas les mêmes compositions et que dans ces bennes, on mélange tout type de verre, à la fois du verre alimentaire, emballage donc classique, et du verre vert, donc qui est souvent Pyrex, on se retrouve avec des matériaux qui ne peuvent pas être refondus entre eux. Donc on enterre en fait plus de 30% à l'heure actuelle parce que c'est juste pour des questions de composition. Et ça... Tu veux dire qu'aujourd'hui, quand on va mettre son verre religieusement à l'extraterrestre qui les avale là. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, il y en a un tiers qui... Il y a un tiers qui ne peut pas être utilisé à cause purement de sa composition, parce que l'utilisation devient compliquée à partir du moment où on se retrouve avec des milliers de types d'emballages différents. Et donc c'est là où en termes de tri, ça commence à être très compliqué. Déjà, il y avait cette problématique-là. La deuxième problématique sur laquelle nous, on a commencé à chercher à travailler, c'est qu'on s'est rendu compte, donc le sable, c'est la première matière de fabrication du verre, ça tout le monde le sait. Le problème étant donné, c'est que le sable, tout le monde croit qu'il y en a partout. Alors effectivement, il y en a partout, mais plus de 90% n'est pas utilisable. C'est-à-dire que le sable qu'on va avoir dans le Sahara,
n'a pas la même qualité et a une certaine composante qui ne peut pas être utilisée ni dans le bâtiment, ni dans la fabrication du verre. Donc actuellement, en fait, on mine les fonds des littoraux, on va faire des mines pour extraire du sable quasiment pur, ce qu'on appelle aussi silice. Et donc ça, on le réingère dans la fabrication du verre. Et en fait, quand on va recycler les 70% de verre, donc il y a 30% qui sont enterrés, le reste qui va être recyclé et refondu, et bien là, on n'obtiendra que de la couleur. Et en fait, on est obligé de remettre jusqu'à 40% de sable pour le refaire refondre. C'est une des vraies problématiques. Donc la première, c'était vraiment l'utilisation de ressources en abondance qu'on a actuellement. Et la deuxième, c'était le fait qu'on enterrait un matériau qui peut être tout simplement nettoyé et réutilisé en fait. Remix Glass, en 2 mots, ça fait quoi? Alors, Remix Glass, en 2 mots, concrètement, on a travaillé donc sur une idée à la base qui était simplement un système de consigne. Comment, comme on le voit en Allemagne ou en Suisse ou même il y a 40 ans, comment on peut nettoyer et remettre en magasin des produits alimentaires, des emballages alimentaires comme des bouteilles de bière, des bouteilles de vin. Ce qu'on s'est rendu compte par le système de consigne classique, c'est que ça c'était possible à l'époque parce que ça marchait sur des petits circuits. Donc on avait directement le fabricant, le client, c'était souvent sur un périmètre de 200 km maximum. On était sur des petits périmètres avec pas énormément de produits, on avait une trentaine de produits différents. Maintenant, on est dans une consommation actuelle qui est que on se retrouve avec des milliers de composants différents, des milliers de produits différents. Donc mettre un simple système de consigne devient quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est pour ça, nous, on a commencé à étudier la possibilité d'avoir un système de suivi, en fait, qui permettrait d'avoir des informations sur la bouteille, savoir d'où elle vient, à qui elle appartient, comment on peut la recycler, est-ce qu'on peut bien la renvoyer à l'entreprise en question. Donc c'est simplement un système de gestion complet qui permet de tracer les bouteilles, les emballages. Et ça marche alors avec un QR code qui est gravé dans la bouteille. À partir du moment où on a ce QR code, donc c'est comme un numéro de série, en fait le QR code n'est juste l'utilisation, en fait on n'est pas sur de l'innovation technologique, on est vraiment sur de l'innovation d'usage. Et donc ça va juste en fait permettre auprès de n'importe quelle entreprise ou n'importe quel consommateur de pouvoir scanner et donc dire bah voilà, j'ai utilisé cette bouteille, je peux la ramener à tel endroit et donc d'avoir une gestion et un suivi complet d'un emballage. Voilà. Finalement, c'est comme il y a un numéro de châssis qui est placé sur la bouteille. C'est ça. Et en fait, il est unique à chaque emballage. Donc ça permet vraiment de savoir que tel emballage vient bien de cette entreprise, qu'il a bien été vendu par ce magasin. Et donc derrière, on a vraiment toute une gestion qui peut être automatisée et donc faciliter le retour à la consigne qui peut être justement plus pertinent. Parce qu'à l'heure actuelle du système de la consigne, on a de gros questionnements qui se posent, notamment au niveau traitement, au niveau alimentaire, au niveau santé. Parce que quand on nettoie une bouteille, il faut qu'elle soit bien nettoyée, il faut qu'elle soit bien conditionnée. Donc il y a toutes ces questions de santé qui vont venir et qui sont en fait compliquées à partir du moment où on n'a pas de suivi de la bouteille, à partir du moment où on ne peut pas certifier que la bouteille est bien passée par cette machine. Donc c'est là où ça devient en fait hyper complexe de mettre à l'heure actuelle un système de consigne basique. Donc passer d'un système aujourd'hui où finalement on met tout au même endroit et un système où il va falloir aller mettre à droite à gauche, qu'est-ce qui peut convaincre le monde industriel de s'y lancer ? Alors, il y a une chose sur laquelle je vais rebondir avant. Déjà, quand on parle de remettre à plusieurs endroits, au final, l'intérêt du système, c'est de se retrouver comme avec des points de collecte comme les solutions qui existent déjà. C'est-à-dire d'avoir un seul point de collecte, mais qui est directement dans le magasin. Donc ça, c'est le vrai intérêt. C'est-à-dire qu'un consommateur, nous, on est vraiment dans l'usage, il faut que le consommateur, mais aussi l'industriel, perdent le moins de temps. Donc l'intérêt, c'est que eux, ils vont ramener directement le produit dans un magasin. S'ils en ont 5, ils ramènent les 5 dans le même magasin. Ils ne vont pas se retrouver à l'emmener dans chaque magasin différent. Ce qui va pousser à l'heure actuelle l'industriel, déjà, c'est plusieurs solutions qu'on apporte. Déjà, c'est la remise en avant de leur politique RSE. Parce qu'il y a des grosses problématiques. Alors, la politique RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. C'est tout ce qui concerne l'écologie, le traitement des déchets et tout ce qui va correspondre à tout ce qui est éthique, écologique au sein d'une entreprise. Cette politique-là, nous, les industries ont des grosses problématiques à l'heure actuelle parce que donc jusqu'à maintenant, c'était pour du développement. Maintenant, on est sur de la recherche.
Nous, ce qu'on apporte comme solution, c'est justement de mettre en situation et mettre en place une solution directement utilisable par ces entreprises. L'autre intérêt, ça va être vraiment un gain de temps pour eux. Ils vont avoir des statistiques en temps réel de comment c'est recyclé. Ils vont pouvoir tout simplement récupérer les emballages pour les marques et payer qu'une fois les emballages parce qu'ils vont tout simplement les nettoyer et les remettre en circuit. Donc il y a un intérêt qui est économique, qui va être écologique et qui va être aussi de l'embauche du personnel. Ça va permettre de recréer de nouveaux emplois derrière parce qu'il va falloir créer tout un circuit. Et donc au-delà de la certification de machine, il va falloir en fait du personnel qui va pouvoir en fait trier les emballages, les ranger et ainsi de suite. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es, où est-ce que vous en êtes? Parce que tu fais ça tout seul ou vous êtes... Non, alors on est 2 collaborateurs. Oui. Julien Dugré qui est spécialiste en numérique et qui est donc mon collaborateur direct du projet. Et donc on est 2 à monter le projet. Alors moi je m'occupe principalement de le porteur de projet, donc créer l'entreprise, parler du projet, communiquer sur le projet, le faire développer sur l'aspect design, mais la partie opérationnelle en fait commence à m'échapper un peu des mains parce que je me retrouve comme tout porteur de projet à monter le projet. Donc on essaye de mettre la partie opérationnelle, mais c'est là où j'ai besoin de quelqu'un comme Julien pour m'aider sur cette partie-là, à aller voir des clients, à mettre la solution en place. Donc on est en train de la mettre en place déjà dans des premiers magasins locaux. Donc ça va se mettre courant 2020 en fait. À quel endroit? Alors il y a Moulins, un magasin Consotopia qui est un magasin vrac dans lequel on met en fait le système pour faciliter la gestion des emballages à ce magasin-là. C'est-à-dire que il y aura quelque chose qui va être rajouté sur les emballages. En fait, eux, ils ont des bocaux en verre, oui. Et ils ont des problématiques sur le nettoyage, sur un certain nombre de choses. Par exemple, nettoyer les emballages, les donner au public, les faire revenir, et ainsi de suite. L'intérêt qu'ils vont avoir en fait d'avoir ce système-là, c'est d'avoir une gestion automatisée de ces emballages. Donc, ils n'ont plus besoin quasiment de s'en occuper derrière, informatiquement et tout ça. Ça se ferait de manière automatisée. Donc ils ont juste besoin de les scanner, dire voilà, ça a été nettoyé, donc c'est là où on est obligé de passer par une interface extrêmement simple, où on doit avoir 4 à 5 utilisations globales d'actions qu'on est en train d'étudier, donc nettoyage, remplissage, vente par exemple. Et donc ça va permettre à ce magasin-là d'être plus performant, et donc de gagner du temps sur la vente, sur ces emballages. Donc c'est ça c'est un premier magasin. On est en train de voir avec un restaurant sans gaspille à Clermont-Ferrand. Et on est en train de voir avec un réseau justement de petits fabricants locaux. L'intérêt de cette... Fabricants de bière ou des choses comme ça? Fabricants de bière ou magasins vrac. L'intérêt qui est en fait de cette démarche, pourquoi on met ça en place sur des premiers magasins locaux, c'est vraiment pour faire une preuve de concept de notre système. Prouver aux industriels et aux futurs investisseurs qu'il y a un vrai intérêt économique, qu'on a testé le système. Et en fait, c'est 80% de notre clientèle, ça va être ces magasins-là. 20% de notre clientèle, ça va être les industriels. Mais comme la loi de Pareto, c'est 20% qui rapportent 80% des bénéfices. Donc ça, on le sait très bien. C'est-à-dire que nous, concrètement, il faut qu'on touche une grosse entreprise pour être rentable complètement au niveau du projet. Et en fait, financer la totalité du projet. Tu rêverais de faire quelque chose au niveau local, d'avoir un appui au niveau local. De quoi aurais-tu besoin? Alors, on aurait besoin de plusieurs choses. Nous, la vraie problématique qu'on a à l'heure actuelle, c'est surtout qu'on est 2 à développer le projet. D'où la recherche d'investisseurs, parce que on aurait besoin d'être plus nombreux simplement pour développer la R&D, la recherche et développement. Donc ça, c'est une de nos premières problématiques à l'heure actuelle, c'est le développement R&D pour proposer la solution. Si demain on peut proposer la solution vraiment au grand public avec la participation d'une ville et donc favoriser la mise en place de cette solution auprès de magasins locaux comme tous les magasins vrac qu'il y a sur Clermont-Ferrand ou des futurs magasins industriels, là bien sûr pour nous ça serait une aubaine et ça serait ultra intéressant d'aller sur ce genre de marché parce que c'est ce qu'on cherche. Maintenant on est dans une solution qui est en cours de développement sur lesquels, pour le moment, on aurait besoin vraiment d'avoir un appui au-delà soit de financier, soit de personnel, parce qu'on a cette problématique-là que à 2, ça commence à être compliqué de développer cette solution. C'est pour ça que pour le moment, on préfère développer vraiment ça à 2, petit à petit, en proposant vraiment à quelques premiers magasins pour aller voir des investisseurs, parce qu'on sait que notre solution va prendre du temps à se développer, et qu'il va falloir de l'investissement pour pouvoir proposer ça vraiment à échelle et à proposer à plein de magasins.
À l'heure actuelle, si on arrive à toucher quelques autres magasins, ça serait vraiment intéressant. Si je me mets du côté du consommateur, l'utilisateur, qu'est-ce qui peut le faire changer d'habitude entre je vais nourrir l'extraterrestre ou la benne de recyclage et je le ramène dans... Qu'est-ce qui va pouvoir le faire bouger? Parce qu'on sait que c'est extrêmement difficile d'en créer une habitude et de la faire désormais. Alors, nous, on sait très bien pourquoi on va aller sur les marchés industriels. La question que tu me poses, en fait, elle est extrêmement simple. On sait qu'on va toucher 15% de la population. À l'heure actuelle, c'est que 15% qui consomment local. Le fait les habitudes sont en train de changer, les gens commencent à se poser des questions sur comment consommer local. Donc, il y a ce questionnement-là qui, eux, en fait, sont en train de se poser. Nous, pour l'instant, on vise vraiment, en travaillant avec les magasins locaux, on vise que les clients qui vont être à cette échelle-là. On a prévu de faire de la communication sur le sujet pour sensibiliser, mais ça va surtout passer par un acteur de sensibilisation, par les acteurs en travaillant justement avec des associations et des villes qui travaillent sur ces questionnements-là de comment on met une consigne en place, comment on recycle. Donc c'est là où petit à petit, en sensibilisant les gens à une nouvelle utilisation, on va arriver progressivement à changer quelques habitudes. L'intérêt que va avoir le consommateur, il faut surtout que ça soit simple, qu'il ne perde quasiment pas de temps à l'utiliser et surtout qu'il ait quelque chose à y gagner. Qu'il ait juste en fait un système, il scanne avec son téléphone, il sait où est le produit et puis après c'est libre à lui de l'emmener ou pas. Mais s'il l'emmène, il peut gagner des points, il peut gagner des pourcentages de réduction, potentiellement des abonnements, enfin un certain nombre de choses qui va justement favoriser cette action à en fait ramener ses emballages dans des magasins locaux ou ramener des emballages dans des centres de recyclage. Aurais-tu déjà un exemple sur ton smartphone de la tête que ça peut avoir? Alors là, c'est vraiment une maquette et on est en train de retravailler complètement dessus. Mais en fait, on a par exemple le produit qui est certifié, le pot, quelle taille il a, si est standard ou non. Et on va voir dans quel magasin il a été fabriqué. Et donc là, on avait mis pour le moment une adresse pour que les gens s'abonnent et donc avoir en fait un taux de retour. Derrière ça, en fait, on va avoir un bouton sur justement renvoyer le produit dans le magasin. Et donc après, derrière, donc là, c'est vraiment on a quelque chose d'ultra simple. Il y aura un QR code gravé sur le pot. Gravé. Alors nous, pour les magasins locaux, la phase de gravage, c'est nous qui nous en occupons. Oui. Pour les industriels, il faut qu'ils gagnent du temps. Il ne faut surtout pas qu'on leur ajoute du temps. Donc c'est là où on est en train d'étudier la possibilité de leur mettre des machines plug-and-play. Donc ils prennent les machines, ils les mettent en place. Donc c'est juste, ils les positionnent sur leur taux de fabrication. Et ça va graver directement sur l'emballage sorti de fabrication. D'accord. Donc c'est là où, pour le moment, sur les magasins locaux, c'est des petites quantités. Donc on peut graver sans problème, prendre les emballages et les graver. Par contre, sur les industries, c'est des plus grosses quantités. Donc c'est là où il va falloir pour les industries qu'on mette des machines en place. D'où le développement R&D derrière après au niveau machine. Sachant que les machines sont déjà existantes. Encore une fois, on ne développe pas de technologie numérique. On n'est pas sur de l'innovation technologique. On est vraiment sur l'innovation d'usage. En quelque sorte, on prend déjà des solutions qui sont connues, qui ont fait leurs preuves, comme le QR code qui est connu du grand public. C'est aussi pour ça qu'on le prend, c'est que simplement le grand public connaît cette technologie-là. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise. On prend plein d'utilisations qu'ont l'habitude de faire les gens, de ce qu'ils font, mais séparément. On décide juste de les regrouper pour en fait faire une seule solution. Et dire voilà, vous avez utilisé un QR code, d'accord, c'est quelque chose que vous connaissez, vous avez l'habitude de vous en servir. Si demain on découvre qu'il y a une autre façon de faire qui permet d'être plus pertinent, qui permet d'aller plus vite pour le consommateur, on l'utilisera en fait. On n'est pas limité à une technologie. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur de l'innovation d'usage globale. Quelles sont aujourd'hui les prochaines étapes de Remix Glass? Alors la prochaine étape, là on est en cours de création. C'est en train de se faire actuellement. La création de l'entreprise est prévue pour début décembre. Donc on est vraiment dessus. C'est quoi, une SAS? Ça sera une SAS, oui. Pour des questions de discussion avec les entreprises vers qui on va, c'était plus simple au niveau administratif avec eux. Donc ça sera une SAS, même au niveau des investisseurs. La prochaine étape, c'est mettre en place la solution auprès des autres magasins locaux avec qui on est en contact. Commencer à aller voir pour faire justement les plusieurs POC qu'on a prévus. Parce que juridiquement et au niveau des assurances, c'était compliqué. Maintenant qu'on va avoir la structure, ça va être beaucoup plus simple. Donc on va pouvoir vraiment mettre en place cette solution et avoir vraiment toute notre preuve de concept.
Et à partir de là, donc ça c'est une étape qu'on a déjà commencé à faire, mais c'est étudier comment on fait soit une campagne de crowdfunding, soit comment on va faire pour aller voir des futurs investisseurs, communiquer avec l'État, rentrer en contact avec le ministère sur des problèmes qui sont d'ordre public, sur la santé, sur la consommation, sur l'écologie, parce qu'on travaille sur ces problématiques-là. Donc c'est plusieurs choses sur lesquelles on est en train de travailler en parallèle. J'ai été incubé jusqu'à maintenant par Coco Shaker, qui m'a offert vraiment une aide sur l'approche du projet, comment on allait voir sur le côté économie sociale et solidaire. Donc on n'est pas dans un modèle économique social et solidaire, parce qu'on n'a pas le format, mais on est sur une dimension de cette échelle-là. Donc on veut justement protéger le particulier de sa consommation, on fait un certain nombre de choses, un certain nombre de valeurs. Et donc là maintenant je suis en train de lancer une autre incubation qui est fait par HUP, qui est une structure associative qui est pour les personnes handicapées sur Lyon. On a rejoint en fait un cabinet d'avocats qui est spécialisé en fait sur les domaines RGBT, blockchain, tous les domaines numériques, les nouvelles technologies numériques. On est allé voir ce cabinet qui s'appelle Constellation, qui est à Paris et qui nous soutiennent pour le moment complètement financièrement gratuitement pour en fait faire les premiers documents de démarches de juridique en fait, qui vont être un vrai besoin en fait, qui sont déjà un besoin pour nous protéger juridiquement de ce projet-là, pour nous protéger de futurs investisseurs, de futurs collaborateurs, pour qu'en fait tout soit clair et que le projet puisse se monter sans difficulté et qu'on soit vraiment dans cette lancée. Comment et où on peut te contacter si on a envie d'en savoir davantage? Alors, on peut me contacter directement par boîte mail. Donc la boîte mail est extrêmement simple, c'est Remixglass, le nom du projet. Donc remixer le verre. Alors c'est REMIXGLA2S. Oui. C'est tout en anglais. @gmail.com. Pour l'instant c'est une Gmail, on est en train de changer. Et en fait on peut aller voir donc notre site qui s'appelle remixglass.com. Juste une dernière chose, tu dis que tu es artiste, ça veut dire quoi concrètement? Alors moi à côté de ma recherche, j'ai fait une recherche autour du verre recyclé et donc à côté je fabrique des pièces en fait en tant que personne. Voilà à côté, donc c'est vraiment plus une passion que vraiment quelque chose sur lequel je développe, mais c'est plus comme là on crée vraiment une entreprise qui est en train de mettre une solution numérique sur une question d'usage. Moi, c'était aussi pour m'extérioriser de ce projet-là et voir d'autres façons de faire au niveau de l'artisanat. Et donc, j'ai un statut d'artiste qui me permet justement de créer des pièces et de vendre des pièces en fait de création à partir de matériaux recyclés, plus particulièrement de verre recyclé.